Bien, bonsoir à toutes et à tous. On est particulièrement heureux d'accueillir ce soir Erwan Larère, en libraire d'un soir. Donc, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui nous a souvent fait la gentillesse de venir en fait à des soirées chez Carib en tant que spectateur participant pour échanger, pour écouter. Et donc ça faisait un certain temps qu'on cherchait, voilà. Et puis on s'est dit finalement. Euh, Erwan Larère, c'est un peu le libraire d'un soir idéal. Comme tu y vas. Si, voilà, parce que au fil des discussions, on se rend compte que, voilà, même si tu dis parfois, oui, attendez, oulala, tout ça, c'est des choses très, très intelligentes, je suis quand même avant tout dans le rock, qu'en fait, tu as une qualité de lecteur, en fait, qui est impressionnante, qui se ressent évidemment dans tes livres, dont on parlera de quelques-uns, enfin seulement 3 ou 4 en fin de, C'est déjà pas mal, de sur rencontre, 6. comme c'est de coutume. Mais donc voilà, ce soir, c'est à toi de nous parler de 7 livres que vous allez découvrir, que nous on a découvert un peu avant parce qu'il fallait bien les commander. Tu nous diras pourquoi ces livres, bien entendu. Alors, Alors, sachez que j'ai pas choisi le mien, hein. C'est pas... voilà. Non, mais ça fait un peu mec qui, tu vois, qui a... Oui, alors je vais vous parler de mes 6 livres, plus un autre. C'était pas l'idée, je crois. Bonsoir. Je suis super, en fait, intimidé. Parce que Carib est quand même une place forte de la littérature contemporaine. Les libraires ici, enfin ceux que je connais en tout cas, lisent à peu près 1 million de livres par an. Je sais pas comment ils font. Et qu'il y a des gens qui m'ont précédé dans cet exercice, qui sont assez brillants et admirables et qui savent parler de littérature et faire de l'exégèse et relier les choses entre elles. Moi, je sais absolument pas faire ça. Donc, c'est pas comme ça que je vais procéder. Euh, je suis le genre de lecteur qui absorbe et après ça sédimente. Et je suis absolument pas analytique comme garçon, donc je suis incapable de vous décrire une œuvre, le style, le pourquoi, le comment ça s'insère dans l'histoire de la littérature. Je sais pas faire ça. Euh, Depuis que j'ai appris que j'allais être libraire d'un soir, enfin depuis que j'ai dit oui, je ne dors plus, hein, que les choses soient claires. Je me suis dit, tiens, je vais, comme je savais que l'assemblée allait être auguste et lettrée, je me suis dit, je vais faire le malin et je vais trouver des titres que personne ne connaît. Je vais exhumer des choses. Et puis, il suffit d'aller se balader 5 minutes sur le blog des libraires de Carré pour se dire que c'est mission absolument impossible de trouver des choses qu'ils n'ont pas lues et qu'ils ne connaissent pas. Et si vous, qui êtes des habitués de la librairie, vous lisez ne serait-ce qu'un millionième de ce qu'ils lisent eux chaque mois ou chaque semaine, je vais pas vous la faire à l'envers non plus. Donc, l'option faire le malin, c'est éteinte d'elle-même en fait. Donc je me suis dit, je vais aborder ça sous un autre angle. On m'a dit 7 livres. Quand on lit pas mal, 7 livres, c'est quand même ridicule. Vous serez d'accord? Donc je me suis dit, tiens, alors soit je vais choisir des auteurs français. Il en restait quand même beaucoup. Je me suis dit, je vais choisir des auteurs français vivants. Il en restait beaucoup aussi. J'ai dit, choisir des auteurs français vivants unijambistes. Là, j'en avais pas. Et je me suis dit, je vais choisir des auteurs français vivants, contemporains, qui ont un W dans leur nom de famille. Enfin, j'ai vraiment tout essayé. Je me suis dit, je vais enlever la science-fiction, je vais enlever la poésie, tout ça. Ça marchait pas. Alors, je me suis dit, je vais essayer de choisir des livres qui m'ont sidéré. Qui m'ont sidéré et qui ont marqué mon parcours d'auteur, en fait. J'écris des livres depuis que je sais écrire, en fait, j'écris des histoires. J'ai écrit mon premier roman quand j'avais 14 ans et j'ai publié mon premier quand j'avais 40. Donc je vous laisse imaginer le gap entre les deux. Et le nombre d'espoirs déçus, de lettres de refus. C'est mon 5e roman qui a été publié, enfin le 5e que j'ai écrit. Et je me suis rendu compte
au moment où le premier a été publié, que pourquoi est-ce que j'avais été refusé, c'est que j'écrivais pour des mauvaises raisons. Alors c'est pas grave, j'écrivais, donc du coup je travaillais mon savoir-faire, je travaillais la langue, je travaillais. Ce qui était important, c'était de faire, même pour des mauvaises raisons. Mais au fil de tous ces fers qui n'ont débouché sur rien, forcément il y avait des inputs extérieurs que sont les lectures. Et depuis tout môme, je lis. Donc je vous ai épargné les bibliothèques vertes, les bibliothèques roses, tous ces trucs-là. Mais l'interaction entre l'auteur que je suis et le lecteur que je suis, forcément, elle existe. Même si on me demande quels sont les auteurs qui vous ont inspiré, tout ça, je ne sais pas répondre à ça. Mais forcément, ça a sédimenté, ça m'a nourri, ça m'a servi. Donc, donc j'ai fait un choix de 7 ouvrages. Je fais durer le suspense. Vous voyez. En même temps, je fais durer le suspense, mais ils sont là. J'aurais bien aimé parler des éditeurs aussi. J'aurais bien aimé aborder ça par l'angle des éditeurs. Parce que aujourd'hui, je trouve qu'il y a quand même une vitalité, notamment chez les petits éditeurs, qui est assez remarquable. Que ce soit Tristram, bon Tristram ça fait quelque temps, mais Agulo ou mon éditeur qui est formidable, Kidam, dont je vous encourage à lire toute la production. Mais le nouvel Attila, l'ogre, enfin voilà, tous ces gens-là, Vulcain, enfin les forges de Vulcain, tout ça. Donc mais voilà, il fallait que j'en choisisse 7. Donc je vais commencer par parler de ceux qui sont pas dans la liste. Et même là, je vais en oublier. Alors j'ai pris des petites notes. Bon, vous voyez, j'arrive même pas à me relire, hein, donc ça sert absolument à rien. Mais je vais quand même faire semblant qu'il y a une espèce de fil rouge dans cette soirée. J'aurais bien aimé vous parler d'Éric Vuillard. Après, je me suis dit, il n'y a pas besoin de parler d'Éric Vuillard. Il a eu le prix Goncourt maintenant. Mais pour ceux qui ne connaissent pas Éric Vuillard, lisez Éric Vuillard. Hein, ça me semble, non? T'es d'accord, Hugues? Non. Vous avez le droit d'intervenir. Hein. Vous avez le droit de. Je suis pas là pour faire vous avez le droit de dire. Formidable beaucoup. Merci. Voilà, vous avez le droit d'interagir. Je suis pas là pour faire la leçon, quoi. Non, mais je parle pas je parle pas d'une espèce de position dominante. Il y a rien de plus chiant. Donc je suis devant vous, mais vous êtes devant moi aussi. Donc vous avez le droit d'interrompre à tout moment. Bien sûr, j'aurais aimé parler de Dostoïevski. Parce que quand j'ai lu Le Joueur, je suis un peu tombé de ma chaise et c'était ma période russe quand j'avais 17-18 ans. Donc je lisais Gogol, Pouchkine, j'ai théâtre russe, j'étais complètement fan. Je sais pas si c'est pas un vieux reste de Michel Strogoff. Après, je pense que vous avez tous lu... Non mais Michel Strogoff quand même. Hein? Michel Strogoff. Je sais pas si vous vous souvenez la scène où il y a l'épée et où il l'aveugle. Mais moi, quand j'étais ado, la scène là, c'est un truc. Mais bon. Donc je vais pas parler de Dostoïevski non plus. J'aurais bien aimé parler de Michel Tournier parce que je trouve que Michel Tournier est un peu sous-estimé. C'est un auteur d'une finesse, d'une subtilité, qui a une langue incroyable. Pareil, Gilles Jeanne, ça a été une claque énorme pour moi. Son Robinson aussi. Enfin, Vendredi ou Les Limbes du Pacifique, c'est un bouquin extraordinaire. Donc si vous l'avez pas lu, allez-y. Je trouve... Il me vient souvent cette comparaison avec Tournier. Je trouve que c'est un peu le William Scheller de la littérature. C'est-à-dire quand on cite les grands, on dit voilà Brel, Brassens, Ferré, Gainsbourg, et on oublie toujours William Scheller ou Aznavour. Mais William Scheller, hein? Oui. Ouais, quand même. Donc Tournier, j'en parle pas. Qu'est-ce que j'ai noté aussi? Ah ouais, Bret Easton Ellis. Je suis obligé de parler de Bret Easton Ellis. Parce que, American Psycho, bien sûr, quand on est ado, mais moi, c'est surtout Glamorama. Parce que, quand Glamorama est sorti, je l'ai acheté, je l'ai lu, et j'étais dégoûté. Parce que j'étais en train d'écrire exactement ce roman-là. J'étais exactement en train d'écrire ce roman. Enfin, je l'avais écrit même, et je l'avais envoyé à des éditeurs, et j'avais eu 3000 lettres de refus, comme d'hab. Donc quand je dis écrire ce roman, on s'entend, hein. Je dis pas que j'écrivais aussi bien que Bret Easton Ellis. Mais le sujet, le thème, tout, c'était exactement pareil. J'étais dégoûté. Mais voilà, quand même, Bret Easton Ellis, bon, Suites impériales, je trouve ça un peu médiocre, mais quand même American Psycho, enfin voilà, tout ce qu'il y a jusqu'à Glamorama,
J'aurais bien voulu parler des souris et des hommes. J'aurais bien aimé parler de Gatsby le Magnifique, j'aurais bien aimé parler de Candide, j'aurais bien aimé parler de Belle Amie, qui est un roman incroyable, c'est mon parfum, Belle Amie. Tout le monde s'en fout, mais c'est mon toilette. Des liaisons dangereuses, des vestiges du jour, enfin voilà, il y en a plein, quoi. D'Agatha Christie, de Maurice Leblanc. Est-ce que quelqu'un a relu récemment Maurice Leblanc? C'est incroyable, quoi. Les Arsène Lupin, c'est juste incroyable. Après, vous vous baladez dans Paris, dans le 16e, et vous imaginez les propriétés qui donnaient sur la Seine avec les jardins. Enfin, sans les voies Pompidou, machin. Après, j'aurais bien aimé parler de Dune, de Fahrenheit 451, du Trône de Fer. Parce que j'ai découvert le Trône de Fer complètement par hasard. J'avais une petite amie qui était complètement fan de fantasy, et qui me disait, mais tu devrais lire ça. J'étais là, moi, il lit de la littérature. Elle m'a dit, mais si, lis ça, lis ça. Je dis, non, je lirai pas ça. Elle me dit, lis ça, on fait plus l'amour. J'ai lu ça. Et voilà, je suis tombé par terre, quoi. C'est juste incroyable. Donc, j'ai pas vu la série. J'attends que ce soit fini pour la voir. Je vais me faire une semaine de la série. Mais après, dans les contemporains, voilà, j'aurais aimé parler de Bruce Bégou, d'Éric Laurent, de qui j'aurais aimé parler. J'aurais aimé parler de Faillir être flingué, qui est un bouquin qui m'a quand même bien calmé ces dernières années. Je vais y venir au livre. Hein, je vois que tu t'impatientes, Hugues. De La modification, que j'ai lu quand j'avais 16 ans et qui m'a... le vous, quoi. Le vous, ce voyage en train, enfin... de mon ami Manuel Candré, des premiers livres de Jean Grégor. Je sais pas si vous connaissez Jean Grégor. Jean Grégor est le fils de Pierre Péan. Et Jean Grégor a écrit des romans. Le premier s'appelle Jeune cadre sans tête. C'est une merveille. C'est juste une merveille. Les 3 premiers romans de Jean Grégor sont des merveilles. Même jusqu'à L'ami de Bono, l'histoire d'un mec complètement obsédé par le chanteur de U2 qui part en Irlande. Enfin bon, qui est persuadé que Bono le voit. Enfin bon, bref. J'aurais aimé parler un petit peu aussi des choses qui m'ont façonné en tant que citoyen et comme Bourdieu, bien sûr, je suis un grand admirateur du travail de Bourdieu. Paul Veyne pour ce qui concerne l'histoire, Erving Goffman, les rites d'interaction. Je sais pas si c'est chez Minuit, c'est un bouquin juste sur ce qui fait société. Tu l'as? Bon bah voilà. Il est là. Les rites d'interaction. C'est juste un bouquin. C'est un sociologue canadien, je crois, Erving Goffman. Bref, je vais en venir à ma sélection. Le dernier auteur dont j'aurais aimé parler, et dont je ne vais pas parler, s'appelle Denis Robert. Pourquoi j'aurais aimé parler de Denis Robert? Parce que vous le connaissez tous en tant qu'enquêteur, en tant que journaliste, le mec qui a sorti l'affaire Clearstream. Et c'est remarquable, son travail journalistique. Et ça fait partie de ces gens qui changent le monde et dont on a besoin. On a besoin de ces gens-là. Mais on oublie trop souvent que Denis Robert est romancier aussi. Et je me rappelle avoir lu Je ferai un malheur quand j'avais une vingtaine d'années. Et je me suis dit, putain, il était chez Stock, je crois, à l'époque, avec Jean-Marc Robert. Et je m'étais dit, mais la vache! Ah ouais, on peut écrire un truc aussi contemporain, aussi près de nous, aussi près du corps, aussi près des... Et là, il vient de sortir un roman qui s'appelle Les rapports humains, que je vous conseille aussi. Qui est, ouais, vous l'avez lu, Oui. cher ami? Oui. Et alors? Ouais. C'est remarquable quand même. Oui. C'est, enfin bref, je parlerai pas de Denis Robert. Oui. Je vais en venir à ma sélection. Donc je vous ai dit des livres qui m'ont sidéré. Donc souvent c'est des romans que j'ai lus autour de voilà entre 18 et 25 ans. À une époque où donc comme je vous le disais, j'écrivais déjà, mais j'étais très imbu de moi-même. Je pensais que j'étais touché par la grâce divine et que c'était mon destin d'être romancier. Et que le monde extérieur, voilà, il y avait pas besoin de parce que j'avais ça en moi. Alors bien sûr, j'avais rien vécu, enfin j'étais un petit con quoi. Mais donc forcément, l'influence, je l'ai prise de plein fouet de certains de ces livres.
parce que ça m'a remis peu à peu d'équerre et ça m'a fait m'interroger sur la pratique d'écriture. Donc le premier que j'ai choisi, c'est la trilogie USA de John Dos Passos. Je suis venu à Dos Passos par Jean-Paul Sartre. Quand j'étais ado, j'ai fait Hippocagne, machin, donc on étudiait Sartre et c'est vrai que voilà, je lisais le théâtre de Sartre. J'essayais de lire sa philosophie, c'était un petit peu plus ardu. Et j'avais lu quelque part que Dos Passos était considéré par Sartre comme l'écrivain le plus important du XXe siècle. Donc forcément, ça m'a interpellé. J'ai lu Manhattan Transfer, j'ai halluciné. Et donc j'ai enchaîné. Et donc cette trilogie USA, il l'a voulu comme une trilogie. Je crois qu'elle a été publiée comme ça. Hein. Elle a été publiée comme telle. Il l'a écrite entre 30 et 36, je crois. C'est un écrivain qui, on s'en rend pas compte aujourd'hui, mais était extrêmement connu à son époque. C'était une star. Hein. Il était l'égal d'Hemingway, il était ami avec Hemingway. C'était un écrivain qui était plutôt libertaire communiste, qui a défendu Sacco et Vanzetti, qui s'est vraiment engagé, hein, qui était journaliste, qui allait en URSS, et qui est tombé dans l'oubli, un peu à cause d'Hemingway, d'ailleurs, parce que Hemingway estimait qu'il avait trahi la cause pendant la guerre d'Espagne, et c'est vrai qu'il a un peu viré McCarthyiste. Ouais, il a viré réac, hein, il était pour l'intervention au Vietnam, il était McCarthyiste, mais ça n'empêche que ce qu'il a écrit, voilà. Et je trouve qu'il est un petit peu injustement oublié aujourd'hui. Donc on met en avant. Moi, je suis pas très Beat Generation, Kerouac, tout ça. Donc voilà, on glorifie cette et on oublie un peu Dos Passos, qui a une œuvre monumentale derrière lui. Alors, de quoi il s'agit? Il faut que je parle un peu du contenu aussi, hein, c'est ça. C'est une douzaine de destins. Donc c'est 3 tomes. Hein. Il y a 42e parallèle, 1919 en premier du siècle, et La Grosse Galette, qui mêle 3 destins, non pas 3 destins, une douzaine de destins, pendant, grosso modo, avant la Première Guerre mondiale jusqu'à 1930. C'est une vingtaine d'années aux États-Unis, avec voilà des profils différents, des personnages différents, je veux dire des classes sociales différentes. Et la grande originalité de Dos Passos, à cette époque en tout cas, c'est qu'il mêle la narration, une narration qui est très sèche. Peut-être il n'y a pas de psychologie du tout dans Dos Passos. Hein. C'est des actes avec des biographies de personnes célèbres de l'époque, écrites à sa sauce, avec des extraits de pubs, des extraits d'articles de journaux, des extraits de chansons, et puis des choses un petit peu plus subjectives qui s'appellent l'œil de la caméra, je crois, qui sont... Donc tout ça, ça fait une narration, ça fait des œuvres fragmentées, mais en même temps d'une cohérence incroyable, et qui nous disent ce changement d'époque, ce passage au capitalisme, ça finit par la grande crise hein, de 29. Donc il nous raconte les États-Unis vus de l'intérieur, vus à ras d'homme, vus à ras d'émotion, et avec il ne juge pas, hein, mais il y a un désenchantement terrible. Il y a, je sais pas, c'est d'une puissance, c'est d'une force, c'est d'une intensité. Ça nous dit beaucoup de choses sur nous aujourd'hui, sur le monde d'aujourd'hui, sur la société d'aujourd'hui. Et voilà. Qu'est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Non? Vous connaissiez Dos Passos, ouais. C'est, enfin moi ça m'a marqué quand j'étais. Oui. Juste peut-être avant, j'ajouterais qu'il y a un auteur énorme dans la science-fiction en fait qui a ravivé. Faut parler fort, hein, parce qu'il y a. Qui a ravivé la flamme d'Dos Passos en fait au début des années 70, qui est John Brunner en fait, dont Tous à Zanzibar s'inspire ouvertement de la technique de Dos Passos que tu as superbement décrit, et qui a relancé en fait auprès d'un certain public un intérêt pour Manhattan Transfer, pour la trilogie USA. Mais c'est vrai que c'était dans les années 70-75,
et que ça ne nous rajeunit pas. Ouais, puis je crois qu'il y a pas mal d'auteurs quand même aujourd'hui qui peut-être ne l'avouent pas, mais qui se sont quand même inspirés. C'est pratique puisqu'on l'a un peu mis de côté, mais qui pourraient revendiquer quand même qu'ils ont un peu puisé dans l'écriture de Dos Passos pour. Alors, ça c'était le premier. Je me permets? Je vous en prie. Très intéressant ce que vous dites sur Sartre. Ne pas oublier non plus, enfin vous l'avez certainement pas oublié, vous n'avez pas le temps de tout dire, mais que Sartre a été aussi quelqu'un qui a beaucoup appuyé Faulkner. Ouais. William Faulkner. Bon, c'est ce dont je me souviens. Donc dans Situation, je crois qu'il y a un ou deux textes très puissants sur William Faulkner. L'un n'empêchant pas l'autre. Justement, non. Mais Oui. Mais je crois que Sartre était assez féru de littérature américaine, qui fait. lisait les séries noires et tout, enfin qu'il était, il était assez. Je suis en train de chercher les essais, enfin les bios qu'il a écrites, mais je sais pas s'il y avait quelque chose sur les États-Unis et le roman noir, mais oui. il a écrit quelque chose sur Mallarmé, c'est ce qui fera le lien avec. Mais je vais passer à numéro 2. Je crois si mes feuilles sont numérotées, c'est ce qui me paraît, du coup je me dis mais il m'en reste pas beaucoup. Mais donc ça veut dire que tout est dans ma tête. Qui ne présage rien de bon. Le numéro 2, c'est l'anniversaire d'Harold Pinter. C'est du théâtre. Nous avons une metteuse en scène ici, donc tu as certainement. Oui, bien sûr, Pinter. Pinter est un auteur de théâtre anglais qui a eu le prix Nobel en 2005. Prix Nobel en 2005, décédé en 2008, qui a une formation de comédien au départ, qui était comédien, et l'anniversaire, c'est sa deuxième ou troisième pièce, j'ai noté, seconde pièce. Il avait 28 ans, ça a fait un four total, au moment où ça a été monté en Angleterre. Sa troisième pièce a cartonné, et du coup, ils ont remonté l'anniversaire qui, en 1960, à peu près, dans le début des années 60, a cartonné à Londres. Harold Pinter, je l'ai découvert en Hippocagne, en anglais. The Birthday Party. I'm bilingual. Et donc, je l'ai découvert en Hippocagne, et j'ai été soufflé. J'ai vraiment été soufflé. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, la modestie ne m'étouffait pas. Et donc, je voulais être non seulement romancier, mais aussi dramaturge et comédien. Voilà. Vous savez tout. Et donc, et j'ai toujours lu énormément de théâtre. Vraiment, j'ai toujours été... Mais alors, je lisais les classiques. Et là, je découvre cette espèce de pièce de théâtre où on a ce mec qui est dans une espèce de pension de famille. On sait pas qui il est, Stanley Weber. Il est là, il est un peu le chef, mais un peu pas le chef. Il est un peu dominé par la femme qui tient la pension, le mari étant un peu plus effacé. Il est un peu amoureux d'une fille qui passe là, qui est super belle, qui danse, mais il sait pas s'y prendre. Enfin, on sait pas trop. Et d'un coup, il y a deux types qui débarquent, Goldberg et McCann. Super inquiétant. Apparemment, ils le connaissent. On sait pas d'où. Lui, apparemment, les connaît. On sait pas comment. Et là commence une espèce de ballet à 5 personnages absolument incroyable, absurde, menaçant. C'est vraiment très inquiétant, violent. Je crois que on a parlé à son propos de théâtre de la menace. Et j'ai écrit des pièces, enfin je continue à écrire, j'ai écrit du théâtre, j'en ai joué, mes pièces ont été montées, j'ai joué dedans, et c'est quelque chose que j'aime profondément, vraiment. C'est une écriture qui est complètement différente de l'écriture romanesque, je vous apprends rien, mais il y a ce souci du rythme, et surtout il y a quelque chose qui m'émeut beaucoup dans le théâtre. Le roman, c'est très solitaire. Le théâtre, c'est quelque chose qui est partagé. C'est quelque chose qui est vivant. Il y a cette notion de troupe, de collectif qui, moi, me tient beaucoup à cœur en tout cas dans la vie quotidienne. Et du coup, je suis arrivé à
après Hippocagne, j'étais à Aix, à l'Institut d'études politiques, et il y avait une troupe de théâtre, et la première chose que j'ai été faire, c'est dire « Hey, je suis comédien !» J'ai un peu menti. Mais ils m'ont dit « Hey, super !» Et donc la première pièce qu'on a jouée, je sais plus ce que c'était, et la deuxième année, j'étais un petit peu plus... J'ai dit « Ça vous dirait pas qu'on joue ça ?» Et donc on a monté l'anniversaire. Donc j'ai joué le rôle de Stan. Tant bien que mal. Hein. Mais il faut savoir que ça a été monté en 60 quelque chose, 6 ou 7 à Paris. Dans la distribution, il y avait Michel Bouquet, le premier, Claude Pieplu, je l'ai pas noté bien sûr, Jean-Pierre Mariel et Bernard Fresson. Tranquillou, hein. Vous imaginez, vous connaissez une pièce inconnue, un auteur pas trop connu, vous dites tiens si j'allais, et là vous avez les 4 mecs qui sont comment là, des fois tu sais, t'as envie d'avoir un truc qui remonte le temps et tu te dis je vais à la première de l'anniversaire. Ça a été remonté aussi avec Bakri et Jaoui en 87, voilà, et avec Roland Blanche, un comédien qui était complètement incroyable. Parce que après, j'ai fait une année de d'IUFM pour être prof de lettres, et en fait, c'était le premier cours, je fais des digressions, hein, désolé. Le premier cours où j'arrive, pour se présenter, nanana, il y a une fille qui se lève de sensiblement mon âge, et qui dit, oui, les horaires, là, c'est insupportable, on fait grève. Et il y a tous les autres autour qui disent oui, oui, on fait grève, c'est insupportable. Donc le premier cours d'IUFM, c'était la première année des IUFM en plus. C'était à Dijon. Grève. Et là, je fais mais qu'est-ce que c'est que ça? Et mon père me tannait, il me disait non mais attends, t'as fait Sciences Po, tu vas pas faire un IUFM pour être prof. J'étais ah mais si, moi j'ai envie de partager le savoir, c'est le plus beau métier du monde de transmettre ça et tout. Je dis mais non, mais t'as fait Sciences Po et tout, tu vas pas être fonctionnaire et tout. Et là, je tombe sur voilà. Des gens qui font grève dès le premier cours. Donc je me suis dit, je vais aller qu'aux cours qui m'intéressent, tant pis pour le CAPES. Et donc j'ai fait chroniqueur de théâtre pour une radio qui s'appelait Radio Dijon Campus. J'avais une émission culturelle. Et donc je chroniquais le théâtre et j'ai vu tout ça pour en revenir à Blanche. Hein, pardon. Donc vous voyez le détour. Et j'avais rencontré Michel Vinavert aussi. J'avais interviewé Michel Vinavert. J'avais été voir une pièce de Vinavert, j'avais rien compris. Rien compris. Et là, oh putain, le gars, il est perché. Et après, j'avais vu que le type était PDG de Gillette ou de Bic ou je sais pas quoi. Le mec était dans le monde de l'entreprise et écrivait des pièces complètement. Et je l'avais interviewé et il était extrêmement pince sans rire, super drôle. C'était une des plus belles, enfin, plus émouvantes. Hein. Moi, j'étais un jeune con qui croyait tout connaître du théâtre. Le mec me remettait très gentiment à ma place, mais très poliment. Hein. Autant il y en a avec qui j'avais failli me battre, autant lui. Non, mais, enfin, voilà. Bref. Donc, des fois, je m'arrête, vous avez le droit de... Donc, l'anniversaire d'Harold Pinter. Ouais. Voilà. Le suivant. Je m'enfonce. Vous regrettez pas d'être venu, ça va? Non. Vous êtes super gentil. Non mais parce que on dit, oui, le théâtre de l'absurde, c'est Ionesco. Oui, Ionesco, il y a des choses très fortes. Mais Pinter, je vous jure, Pinter. Bref. Qu'est-ce que vous pensez de Beckett? Allez, juste un petit aparté. Rien que pour vous embêter. Non, ça m'embête pas du tout. Non. J'étais complètement fan alors, forcément, en attendant Godot, ça m'a claqué aussi. Mais après, c'est comme en cinéma, comme en roman, j'aime qu'il y ait quand même un cadre. Je sais pas comment dire. Si tout est possible, ça m'intéresse plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, dans le fantastique, par exemple, si un super-héros a tous les pouvoirs je m'en fous. Il faut qu'il y ait un cadre, il faut qu'il ait des limites, il faut qu'il y ait des... Et le problème pour moi de Godot et de Beckett, c'est que il n'y a pas assez de cadre. Alors oui, c'est admirable, oui, enfin loin de moi l'idée de dire oui, Beckett pas terrible. Mais pour moi, en tant que spectateur et lecteur, il me manque un peu de tenue, enfin de tenue, pas au sens, mais je sais pas comment dire. Vous comprenez quoi? J'ai besoin que
Là, dans Pinter, ce qui est incroyable, c'est que c'est du quotidien dans lequel s'immisce une dose, alors même pas de fantastique, mais d'absurde. Mais on est quand même dans du quotidien et dans des rapports quotidiens entre les gens qu'on comprend. Mais il y a cette petite dose qui décale un tout petit peu. Et moi, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime. Alors après, ma limite extrême, mais ça va être les Monty Python, par exemple. Ouais, on est dans des choses, mais... Enfin bref, vous m'avez compris. Enfin, tu comprends pourquoi je voulais pas le faire, ton truc? Je suis absolument incohérent, quoi. J'ai entendu les autres, là, qui étaient avant moi, ça se tient, ça rebondit et tout. Moi, c'est n'importe quoi. C'est extrêmement cohérent. Ah bon, Ouais, tu trouves? si, si, Vous êtes très bien. super gentil avec moi. Je bois un coup de citronnade, tiens. Ouh, la folie. Le mythe de Sisyphe. Ah. Albert Camus. Quand vous lisez, il n'y a qu'un seul problème vraiment sérieux, philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide, qui est donc la première ligne de ce livre, et que vous avez 16 ou 17 ans, forcément, ça fait un tout petit peu écho à des choses que vous vivez, parce que vous êtes incompris, le monde est trop tard. Franchement, bon, Albert Camus, s'il y a bien quelqu'un avec qui j'aurais aimé dîner, c'est lui. Voilà. Je trouve que c'est un mec d'une élégance intellectuelle, même physique, d'une rectitude morale, d'une droiture. Je suis inconditionnel de l'homme, que je n'ai pas connu, et puis qui avait sûrement des travers, des défauts, machin, hein, on est d'accord, mais... Alors après, j'ai lu beaucoup de théâtre de Camus aussi. Il y a ce côté didactique qui est un petit peu, voilà, comme chez Sartre, quoi. Les mecs, ils voulaient tellement prouver des choses et démontrer des choses que des fois, c'était un peu lourd. Oui. Peut-on aimer Sartre et Camus en même temps? Question un peu provocatrice. Alors, ouais, il me semble, hein. Ouais, Enfin, ouais, je ouais. vois pas pourquoi. C'est pas... Oui, c'est ça. Maintenant, oui. Hein. Oui, maintenant, oui, c'est ça. À l'époque, Ouais. j'imagine, c'était choisi ton camp camarade, quoi. Mais Ouais. après, je suis plus tenté par Camus parce qu'il y a de l'émotion, il y a de l'humain, quoi. Chez Camus, il y a un truc qui est... Sartre, on a quand même l'impression qu'il était castré du cœur. Ce qui n'empêche pas, voilà, que ça devait être un type remarquable, d'une intelligence foudroyante. Mais Camus, quand vous lisez Noces, quand vous lisez L'été, enfin, il y a cette poésie de la vie, il y a cette poésie de l'humain, il y a cette... c'est bouleversant, Camus. Alors après, quand il est dans, encore une fois, des choses plus théoriques, quand sa littérature se fait plus théorique, il se perd, il me semble, un peu. Mais encore une fois, c'est l'époque qui voulait ça aussi, hein. Et le mythe de Sisyphe, bon, je vous fais pas l'insulte de vous en parler parce que je saurais même pas le faire. C'était vraiment que du ressenti. Mais ce sentiment de l'absurde, c'est quelque chose, je crois qu'on a tous ressenti. L'appel humain face au silence déraisonnable du monde et cette quête de valeur, cette quête de sens, on a tous ressenti ça. On a tous vécu ça. Donc, le mythe de Sisyphe, parfois c'est un tout petit peu abscon, mais pas abscon comme Nietzsche peut l'être. C'est-à-dire que ça part en poésie, il dérape, il part dans des trucs, et il se rattrape et il revient. Mais ce qui est important, c'est pas forcément le raisonnement, c'est ce qu'il y a derrière d'humain, c'est ce qu'on ressent derrière, je crois. Et voilà, moi ça fait partie des livres que j'ai offerts, que j'ai conseillés, qui m'ont ce sentiment absurde de la vie, je crois que quand on l'effleure, moi je crois que ça répondait à quelque chose, hein, une faille, à quelque chose, un ressenti, et ça a mis des mots dessus, et ça m'a fait me dire que j'étais pas tout seul, et que, ouais, putain, il y avait des gens qui avaient réussi à mettre ça, à conceptualiser ça. Et après, quand vous lisez en plus L'homme révolté, c'est-à-dire il dit, bon bah voilà, la solution ça pourrait être le suicide, puisqu'il n'y a pas de sens. Mais non, c'est la révolte. Parce que l'absurde fait sens en lui-même, et il n'y en a pas d'autre. Donc si tu te suicides, tu tues l'absurde, tu tues le sens, tu tues la vie. Donc il faut faire avec, et comment est-ce qu'on fait avec? C'est la révolte. Et L'homme révolté, c'est aussi un bouquin, enfin bon, il n'est pas question d'en parler ici, mais... Enfin voilà.
Albert Camus, c'est un mec qui m'accompagne. Encore une fois, je vous parlais de la façon dont je lis, où ça sédimente et c'est pas, ça passe peut-être par le cerveau après, mais émotionnellement, sensitivement, sensuellement, humainement, c'est un auteur qui est primordial pour moi. Non, Vous alliez parler. non, c'est un geste comme ça. Pour acquiescer. Oui, pour acquiescer. Pour bien sûr. acquiescer, vous êtes... Non, c'est tout à fait, on est tout à fait d'accord. Stéphane Mallarmé. Je me suis posé la question, comme je vous le disais un peu en préambule, de est-ce que je mets que des romans, ce qui aurait été un peu la solution de facilité. Mais je pouvais pas passer à côté de Pinter, encore une fois aussi parce que j'écris du théâtre. Je pouvais pas passer à côté d'Albert Camus pour toutes les raisons que je viens maladroitement d'évoquer. Et je pouvais pas passer à côté de Mallarmé, quoi. Mallarmé, c'est pareil, je l'ai découvert en Hippocagne. Je suis arrivé en Hippocagne, ça m'a déniaisé un peu l'Hippocagne, pour vous dire la vérité. J'étais super fort en terminale, enfin, pardon, je vais pas faire de fausse modestie, mais j'étais, voilà, je pensais que je savais tout, que je connaissais tout du monde, je lisais les classiques, j'écrivais, machin, je chantais dans un groupe de rock, enfin, c'était un branleur, gentil sans doute, hein, sympathique, mais un branleur. Et je suis arrivé en Hippocagne, avec plein de certitudes sur le monde, la vie, la littérature, moi-même. Et j'étais assez jeune, je venais d'avoir 17 ans quand je suis arrivé en Hippocagne. Et encore une fois, je dis pas ça pour faire le malin, juste pour vous dire que c'est complètement immature. Et là, je me suis retrouvé quand même, l'enseignement en Hippocagne, chez au lycée La Bruyère à Versailles, c'était un petit peu costaud. Et on avait une prof de lettres qui était une thésarde, enfin voilà, qui était dans le structuralisme, dans Barthes, enfin voilà, qui était mais super pointue. Et je n'arrêtais pas de m'engueuler avec elle en cours, parce que pour moi manquait dans son approche justement le côté humain, le côté émotion, le côté sensible. Et j'ai commencé très obtus par rapport à ça, et petit à petit je me suis ouvert et je me suis dit mais ouais, enfin c'est un autre éclairage, c'est un autre point de vue, c'est un autre. Alors je me suis enfilé du Jacobson, je me suis enfilé du Genette, je me suis fait voilà quoi, de l'analyse structurale, mais je crois que ça m'a fait du bien. Avec le recul, ça m'a ouvert à plein de choses, et alors l'analyse structurale de Mallarmé par une thésarde, waouh. Mais j'ai découvert le rythme. Bien sûr, j'écrivais de la poésie, hein. Avec mon petit melon, genre yo-yo. Donc ouais, j'écrivais de la poésie. Mais alors, assez étonnamment, pas forcément de la poésie, genre je souffre, je suis seul, le monde est trop cruel. Il y avait, je sais pas pourquoi, j'essayais vraiment de travailler les mots, la sonorité, le rythme. Alors, c'est tout pourri, hein. Je relis de temps en temps, c'est tout pourri. Mais il y avait une quête, il y avait une tentative de quelque chose. Et là, alors je vais vous lire le premier poème de Mallarmé que j'ai lu. À la fenêtre recélant, le santal vieux qui se dédore, de sa viole étincelant, jadis avec flûte ou mandore, et la sainte pâle. Étalant le livre vieux qui se déplie, du Magnificat ruisselant, jadis, selon vêpres et complis. À ce vitrage d'ostensoir, que frôle une harpe par l'ange formée avec son vol du soir, pour la délicate phalange, du doigt que, sans le vieux santal ni le vieux livre à le balance, sur le plumage instrumental, musicienne du silence. Quand même. Et là, je ne comprenais que dalle, bien sûr, ce qui est un peu voulu, quand on se penche un peu sur Mallarmé. Enfin, voulu. Non, il n'est pas obscur par volonté. Mais là, le rythme, les sons, les mots, ça a été, mais là, pour le coup, une baffe. Donc après, bien sûr, mes poèmes, j'écrivais comme Mallarmé.
Mais je crois que ça m'a conforté dans le goût des mots, dans le goût du mot précis, du mot précieux. Alors pas le mot pour le mot, mais le mot pour le sens et le son. Et j'essaie dans mes romans toujours, alors des fois ça m'est un petit peu reproché, genre de mettre des mots un peu pas connus ou un peu, mais ça procède chez moi bon, déjà j'aime la langue française et j'aime rechercher, et mon livre préféré c'est quand même le Alain Rey, hein, le dictionnaire historique de la langue française. Je sais pas, c'est important, c'est important. La précision du sens, le rythme. Je peux rester une demi-heure sur une phrase, une demi-heure, que je dis, une demi-journée sur une phrase. Je peux rester une semaine sur un paragraphe. Parce que tout est lié, le rythme, tout comme dans un poème en fait. Et Mallarmé, ouais quoi, ouais. Ses ongles purs très hauts, dédiant leur onyx, l'angoisse ce minuit, soutient, lampade au fort, main rêve vespéral brûlé par le phénix que ne recueille pas de cinéraire en fort. Sur les crédences, au salon vide, nul ptix, aboli bibelot d'inanité sonore. Car le maître est allé puiser des pleurs au Styx avec ce seul objet dont le néant sonore. Mes proches la croisée au nord vacante, un or, agonise selon peut-être le décor. Des licornes ruant du feu contre une nyx, elles, des feintes nues en le miroir, encore, que dans l'oubli fermé par le cadre se fixe, de scintillation sitôt le septuor. Tabernacle, quoi. Et je vous jure que quand j'ai lu Aboli bibelot d'inanité sonore, quand j'ai lu ce vers... Mais c'est les dentales qui font la différence. Ouais. C'est ça qui donne le rythme. Aboli bibelot d'inanité sonore. Ça, Je comme au pense théâtre. qu'on n'a rien écrit de plus beau en poésie que ce vers. C'est d'une... Ça me met les larmes aux yeux, là. Enfin, ça se voit pas parce que je prends sur moi. Mais non, mais ouais, Vous pouvez le répéter. ce goût des mots. Oui, alors ça, Répétez quoi? Le verre. le verrai. Ouais. Aboli bibelot d'inanité sonore. Et et après quand on creuse un tout petit peu, mais je crois pas qu'il faille aller non plus trop loin, il faut juste, après c'est bien d'avoir, mais ce poème qui se referme sur lui-même, qui n'a de sens que par rapport à lui-même, alors il y a eu plein de supputations sur ce ptix, nul ptix. Alors, les gens se sont battus pour savoir si ça venait du grec, un coquillage, tout ça, machin. Et en fait, a priori, il l'explique. Aboli bibelot d'inanité sonore explique ce ptix qui n'existe pas. C'est un mot qu'il a inventé et il dit aboli bibelot d'inanité sonore. Il en avait besoin pour son sonnet en X. Je sais pas, la démarche intellectuelle qui est couplée à quand même une classe, une élégance. Enfin bon, Stéphane Mallarmé, je suis... Bon, encore une fois, on va pas parler biographie, mais c'est un type qui a quand même influencé énormément, même ses contemporains, puisqu'on va parler bientôt, tout de suite, là, de Huysmans. Mais Huysmans révérait, vénérait Mallarmé dans Un rebours dont je vais vous parler, que je vais circumnaviguer. Dans Un rebours, voilà, il y a Mallarmé, il est central parmi les lectures de Des Esseintes. Il était... Enfin, il est mort à je sais pas quel âge, 50, j'ai noté. 52, ouais, même pas, 49. Je n'arrive pas à me relire. Non, 1942. À 56 ans. Merde, quoi. Non, mais c'est comme Camus. Tu te dis, putain, Camus, qu'est-ce qu'il aurait pu encore nous dire sur notre monde? Qu'est-ce qu'il aurait pu nous apporter? Donc voilà, alors, la poésie... je vais pas vous mentir, je lis pas de la poésie tous les soirs en m'endormant. Mais de temps en temps, voilà, je lis un poème, 2 poèmes, J'ai été invité à un salon qui est super, qui est à Montélimar, et qui est organisé par, entre autres, quelqu'un qui s'appelle Julien Dabrijon, qui fait de la poésie sonore, qui a une revue en ligne, alors je sais plus comment elle s'appelle, mais cherchez Julien Dabrijon et allez Qui voir. était invité ici d'ailleurs. J'espère, Oui. parce que son bouquin qui est chez Kidam aussi d'ailleurs,
C'est chez Kidam hein, qu'il a écrit son bouquin avec les 11 titres d'un album de Bruce Springsteen, ouais. Qui est un bouquin incroyable d'ailleurs. Comment ça s'appelle? Merde, je suis en train de chercher. Sombre aux abords. Sombre aux abords. Qui est un superbe livre dont je ne vais pas parler. Mais voilà, j'ai découvert avec Julien, alors je m'en doutais un peu, je voyais de ci de là, quand j'habitais à Tours, hein, j'habitais près d'une librairie qui s'appelle le Livre, où ils avaient que de la poésie et un petit peu des romans. Et où ils étaient très très snobs de ça, mais en même temps, c'était super intéressant des fois, voilà, d'écouter puis de prendre un recueil donc il y a une scène poétique, la poésie existe encore aujourd'hui, il y a une scène poétique encore aujourd'hui, vivace, et des gens comme Julien, alors, ah ouais, si vous le cherchez, vous trouverez, il a un site incroyable, voilà, Tapin, où il répertorie, tout ce qui se fait aujourd'hui, enfin bon, c'est un type assez passionnant par rapport à ça. Oui, je vous en prie. Je crois que tu avais fait un enregistrement, Hugues. Ah oui, bien sûr. Qui est peut-être encore visible, mais je audible, me rappelle, audible, pardon. Mais je me souviens. Si c'est pour me contredire, je me casse. Je me souviens très très bien de ce monsieur qui était à votre place et qui avait qui scandait et qui était pratiquement incantatoire. Ouais. Vraiment. Et on était ébahis. Franchement, il a. Ah oui, captive. Il a embarqué tout le monde. Ouais. Vraiment. Hein. Je me rappelle. Donc, lisez Julien d'Abrigent aussi, hein. Puisque ça va, je suis pas trop long là. C'est parfait. Génial. Donc, on va arriver parmi les choix. Alors, sur la même période, j'aurais pu prendre, je vous ai dit, un Bel Ami, qui est un bouquin qui m'a beaucoup marqué aussi. Puis je trouve que Maupassant aussi est un mec assez passionnant. J'étais en résidence dans une abbaye qui s'appelle l'abbaye de l'Après pendant 2 ans et demi, genre la résidence à la cool, mais qui est dans le Châteauroux, le Berry. Et c'est une abbaye qui accueille aussi en son sein des personnes un peu en difficulté et qui les loge l'hiver, en fait, des personnes seules avec faible revenu et qui les loge d'octobre à avril pour qu'elles soient pas seules, pour qu'elles soient un peu médicalisées, pour qu'il y ait du monde autour. Et moi, en tant que résident, j'avais proposé de leur lire tous les mercredis, j'allais leur faire la lecture, en fait. Et je leur lisais, entre autres, je leur lisais des nouvelles, et je leur lisais des contes de Maupassant. Et j'ai redécouvert les contes de Maupassant en leur lisant les contes. Et en lisant à voix haute. Et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et en plus, il y a un petit côté un peu leste des fois, donc j'avais toutes les personnes âgées que enfin, c'était les mamies qui leur demandaient, quoi. Après, je leur lisais Buzzati, et disaient, non, vous ne pas nous lire pas nous lire des trucs de cul, là. Et ça allait se pendre, je leur lisais des trucs du cas. Donc, ouais, Huysmans. Alors, j'ai choisi à rebours, parce que pareil, quand j'ai découvert ce bouquin, j'ai fait, ah ouais. Ça c'est entré en résonance, forcément, ce type qui s'éloigne du monde parce qu'il le trouve trop médiocre, hein, c'est Des Esseintes. Quelqu'un se rappelle du prénom de Des Esseintes? Petit quiz. Ah non. Tout con, hein. Jean. Non. C'est le libraire qui a répondu. Il n'est pas là par hasard. Jean Des Esseintes. Donc il se retire dans son pavillon de banlieue, là, à Fontenay-les-Roses ou aux Roses, un truc comme ça, Fontenay-aux-Roses, les Roses, et qui se consacre à l'oisiveté, à incruster des diamants dans une carapace de tortue, à inventer une ogre à parfum, enfin, et qui se rend compte que ce n'est pas la solution et que même si, grosso modo, hein, même si le monde est médiocre et les hommes sont médiocres, et avec leur petite passion, leur petite avidité, leurs petits égoïsmes, eh ben on a besoin de l'autre. Et même si le monde est imparfait et que l'autre est imparfait, bah il y a quand même, on a besoin de la société d'autrui et on a besoin de. Alors tout ça en classant sa bibliothèque, en rangeant ses livres et en nous faisant partager ses goûts et dégoûts littéraires dans une langue. Alors moi, ce que j'aime chez Huysmans,
c'est pas forcément dans À rebours qu'elle est le plus scintillante et le plus, mais la langue d'À rebours, de Huysmans, c'est quelque chose de magistral. Voilà, c'est pareil, le mot précis, le rythme précis, puis cette psychologie dans la non-psychologie, qui est quelque chose d'assez dur à... Quand on est auteur, on a toujours envie de dire ce que pensent les personnages et pourquoi ils font les choses. Et ce que je raconte quand je parle de Marguerite, c'est que j'ai essayé j'avais mis en gros sur mon bureau nos psychologies. Et voilà, c'est les actes et les interactions entre les personnages qui nous disent qui ils sont. Et le lecteur, il est intelligent. Il n'y a pas besoin de lui surligner les trucs au stabilo. Je m'éloigne de Huysmans. J'ai noté des trucs, mais j'arrive pas à me relire, puis on s'en fout, parce que voilà. Mais je pense que vous connaissez tous en plus À rebours. Mais alors, on peut aller lire d'autres choses de Huysmans. Alors après, il a viré un peu Bigot, enfin pas Bigot, mais il a viré, comme on dit là, les alchimistes là, un peu. Merde, c'est un nom. Les types qui vont vers lire les textes un peu enfouis. L'ésotérisme. Ouais, exactement. Il est tombé un peu dans l'ésotérisme, mais c'est passionnant aussi. Alors, est-ce qu'il n'y a pas ces autres livres? J'en ai lu quand même pas mal, voire presque beaucoup tout. Et bien sûr, je ne m'en souviens pas après. Je ne me souviens pas. Bref, Huysmans, ça rebond. Quelqu'un veut dire quelque chose sur Huysmans? Quelqu'un connaît son prénom? Les initiales, c'est JK. Joris Karl. Oui, Joris Karl, parce que papa était hollandais. Allez, un petit peu de biographie ne fait pas de mal. Pardon? Après, il y a le lien avec Houellebecq. Oui. Ouais, c'est dans Soumission, hein, c'est ça? Oui, C'est oui, le oui. héros de Soumission qui est fan de À rebours. Oui. Ouais. Bon. Je ne dirai rien sur Non, Michel c'est Houellebecq. Mais il parle bien de... Non, mais Houellebecq est un auteur loin d'être inintéressant et qui a quand même une place dans les littératures contemporaines. Il ne faut pas non plus oublier ce que c'était la littérature contemporaine au moment des particules élémentaires. Enfin, quand même, ça a bousculé un petit peu des choses, quoi. Comme ça me fait rire quand les gens aussi... Enfin, les gens... Excusez-moi, je fais des généralités, mais quand on brocarde des pentes, ouais, je veux bien qu'on y ait des choses à redire sur le style de Despentes et sur son écriture et machin, mais quand elle a publié... Baise-moi, ses premiers romans, ça a quand même foutu un petit coup de pied. Enfin voilà, c'était quand même... hein je ne parlerai pas de Despentes non plus. Je vais terminer. C'est quand même un tout petit peu pitoyable, non? Moi, en libraire d'un soir, non? Ah non, non, Ah, ça non. va très très bien. C'est vrai? non. Très très bien. Ça va? Ah Ça non. ouvre. D'accord. Non, Je- mais parce que je Je me rends compte, témoigne. Hein. je suis absolument pas capable d'analyser aucun de ces livres, quoi. Ah non, je termine pas. C'est pas analyse d'un soir, c'est libraire. d'un D'accord, soir. ok. C'est donne envie. Et c'est exactement ce que je veux dire. D'accord. Vous donnez envie. Mais parce que on reste dans le 19e avec Salammbô Ah oui. de Flaubert. C'est vrai que je suis beaucoup dans le 19e, dis donc, ouais. Mallarmé, Huysmans, Flaubert. Ouais, bon. Bon, Mais- passant. Alors, j'ai hésité à mettre Salammbô parce que tout le monde connaît Salammbô, parce que Flaubert, machin, et comme je vous l'ai dit, je voulais faire un peu le malin. Mais Salammbô est vraiment un des très rares livres que je relis régulièrement. Il y a tellement de choses à lire qu'on est tous pareils, quoi. On va pas relire 50 fois. Et Salammbô, bah voilà, régulièrement, tous les 2 ans, 3 ans, je le reprends et je le relis. Et là, je viens de m'acheter en plus une édition. Je me suis fait un petit plaisir, non, j'ai trouvé chez un antiquaire dans le Poitou qui avait ça dans un hangar et tout. Une espèce d'édition avec des estampes, enfin un truc magnifique. Super beau. Des années 30. Enfin bref, pardon? Gustave Doré, non? Ça aurait été bien si ça avait été Gustave Doré, mais je pense que je n'aurais pas payé le prix que je l'ai payé. Je crois. Ou alors, je vais vérifier. On sait jamais. Ça se trouve, c'est un pseudo. Donc, alors j'adore, oui, parmi les auteurs dont je vous ai pas parlé, il y a Yourcenar. J'adore les Mémoires d'Adrien et j'adore
Zénon, l'œuvre noire. Ouais. J'adore l'œuvre noire. C'est des bouquins. En fait, je suis assez féru d'histoire, pour tout vous dire. C'est là que je glisse, que je retape un logis du XVe siècle dans le Poitou. Hop, c'est fait. Et qu'on peut faire des dons sur la Fondation du patrimoine et que c'est défiscalisé. Je n'enregistrerai pas ça. C'est moche. Non, mais donc je suis féru d'histoire. Et donc, c'est vrai que les romans historiques, j'ai une petite, voilà. J'aime les romans historiques. Il y a beaucoup à jeter dans les romans historiques, hein, on va pas se le cacher. Mais je viens d'en finir un qui était super bien, c'est quoi? Ah mais non, c'est un faux, c'est Roi de Biderman. Ouais. Mika Bierman, voilà. Roi, point. Incroyable, vous l'avez, je pense. Là. Oui. Du coup, il y a une parenté avec Salammbô, puisque ça se passe avant Salammbô. C'est la dernière cité étrusque, la 13e, qu'il a inventée, Turpidum. Mais je ne vais pas vous parler de Roi. Je vais vous parler de Salammbô. Bah, il y a tout dans Salammbô, quoi. Il y a tout. Ça bouillonne, c'est la vie, c'est les sentiments, c'est l'amour, c'est la guerre, c'est le politique, c'est les petitesses humaines, mais aussi la grandeur, je sais pas, c'est la plus belle scène de bataille jamais écrite. Il y a tout, quoi. Il y a tout. C'est l'un des plus beaux incipits du monde. Un des plus beaux quoi? Incipit. Incipit? Oui. C'est La quoi première phrase, C'était C'était à Mégara dans les faubourgs de Carthage, dans les jardins d'Hamilcar. Dans les jardins d'Hamilcar. C'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Hamilcar. Tout est dit. C'est tout. Et c'est encore une fois, je peux pas prétendre parler de l'œuvre de Flaubert. J'ai une sympathie pour Flaubert qui est incroyable, pour cette espèce d'ogre boulimique, pour ce mec qui écrivait sans relâche, qui s'est tué à la tâche, hein, quasiment, je crois, si je dis pas de bêtises. Et ouais, ce texte, c'est à la fois lyrique et sobre. Je sais pas comment dire. Alors, parler de sobriété pour Flaubert, ça paraît un tout petit peu... Mais je suis désolé, je trouve qu'il y a une sobriété dans le lyrisme. C'est... Ouais, il y a tout. Faut lire Salammbô. Les gens qui ont jamais lu Salammbô, vous passez à côté de votre vie. C'est bien, ça comme phrase. Hein? Non, mais c'est vrai, si t'as pas lu Salammbô, mais si t'as pas lu l'œuvre noire, c'est pareil. Tu passes à côté de ta vie. Avec ou sans Rolex. Donc je pouvais pas ne pas parler de Salammbô. Putain, je crois, ça me rappelle un truc là d'un coup. J'avais un projet, mais de quoi? De scénario? Non, de série. Je voulais écrire une série télé. Je sais plus. Pendant très longtemps, je crois que j'ai un peu enterré ça du coup, mais je voulais faire quelque chose autour de Salammbô. Une série télé, une pièce de... non, un film, enfin un scénar. Voilà, je trouve que cette œuvre est pas assez merde, quoi. Non mais tout le monde connaît, tout le monde en parle, tout le monde... Mais c'est très cinématographique en plus. Ouais, je crois que ça a été fait. Hein. Mais, Non, je crois pas. Si, il y a eu un film. Ouais, il y a eu un film, sûrement extrêmement médiocre. Dans la magnifique autobiographie de Philippe Drouillet, un des moments les plus émouvants et les plus forts, hein, c'est le moment où il raconte comment il en est venu et pourquoi il a mis en bande dessinée, en fait, avec le style inimitable de Drouillet, Salammbô, qui était la seule œuvre finalement qui, pour lui, était à la hauteur de ses rêves science-fictifs. Ce qui est quand même étonnant, puisque c'est quand même le créateur de Lon Sohan, Salammbô, c'est là que c'est incarné en fait pour lui, et il en parle dans son autobiographie qui est un livre magnifique, hein, vraiment, où il parle en plus de la marque de son infamie originelle, où il avoue donc le fait que d'avoir passé toute son enfance dans une famille de collaborateurs de la Deuxième Guerre mondiale et pas des qui ont vendu du beurre aux Allemands, hein, des graves, quoi, des miliciens, et pour lui c'était une marque d'infamie qui l'a poursuivi toute sa vie, donc cette biographie est magnifique, mais il a créé énormément de choses très belles, hein, Drouillet. Je suis désolé, je digresse aussi. Je t'en prie. Et, Je suis pour. mais quand il parle de Salammbô,
et de la façon dont Salammbô s'est emparé de lui pour qu'il fasse cette BD monumentale, hein, et ben c'est très beau. Et donc, voilà. Non, mais je crois que c'est une œuvre qui marque le. Quand on est romancier, il me semble qu'on doit aspirer à transcender l'ici et maintenant et à parler de l'humain. Il y a plusieurs manières de le faire. On peut le faire en parlant d'aujourd'hui et maintenant. Mais je crois pas qu'on soit un bon romancier s'il n'y a pas une volonté de transcendance. C'est un avis personnel. Hein. Mais Salammbô, toi tu dis Salammbô? Comment tu dis toi? Salammbô. Moi je dis Salammbô. Bref, il y a toute l'humanité en fait dans Salammbô. C'est comme si c'était encore une fois la grandeur, la petitesse, il y a tout. Je peux pas dire plus. T'es obligé d'être amoureux de Salammbô. Bref. Voilà. Salammbô. Et donc, quand il a fallu choisir entre Bel Ami et Salammbô, bon, vraiment, Bel Ami est un bouquin qui recèle des choses incroyables, qui dit des choses sur notre époque aujourd'hui, aussi sur l'humanité, mais Salammbô, quoi. Donc, ceux qui ne l'ont pas lu, ici, c'est pas très cher, hein, il doit être autour de 8 €, je pense. Donc vous me lisez Salammbô. C'est un ordre. Et donc on va finir. J'étais obligé de prendre un auteur contemporain. Je regrette de ne pas en avoir pris plus. Donc je vous ai dit, j'aurais bien aimé parler de Fayarette Flinguée, qui est un livre d'une beauté. Cécile ou Céline, je sais jamais. Céline Minard. J'aurais bien aimé vous parler de Défaut d'origine d'Oliver Rowe, qui est un bouquin Oliver Rowe qui est un bouquin pareil, d'une puissance, d'une intensité, d'une recherche formelle, c'est chez Alia, je crois. Hein. Ouais. J'aurais bien aimé vous parler d'un livre qui m'a aussi claqué quand j'étais en résidence d'écriture, qui s'appelle Et vous n'étiez pas là, de Alban Lefranc, autour de Nico, la chanteuse Nico, enfin chanteuse, mannequin, qui a chanté avec le Velvet, qui était une égérie de Warhol, tout ça, qui est un livre... Alban Lefranc écrit des choses que j'aime beaucoup, vraiment assez remarquables. Il a écrit autour de la bande Abadère, il a écrit... Enfin voilà, c'est une écriture, comme j'aime moi, très politique, et en même temps avec une recherche formelle, stylistique. C'est la femme de Philippe Garrel, Nico. Elle est décédée, hein, elle est décédée à Ibiza. Mais c'était pas l'épouse de Philippe Garrel. Peut-être. Je crois. Peut-être, pour la petite histoire, elle a eu un fils avec Alain Delon. Avec Alain Delon, et puis elle est... Que Alain Delon n'a pas reconnu. Et genre, tu vois les photos, les deux côte à côte. Mais genre, tu te dis, mais Alain, réveille-toi, Alain. Le mec, il dit, non, t'es mon pote, t'es pas mon fils, et tout, tu vois les photos. C'est lui, c'est le même. Bref. Alain, je pense que Alain va écouter le podcast. Donc voilà, j'aurais bien aimé parler d'auteurs comme ça, contemporains. Il y en a beaucoup, je le dis chez Kidam. Il y en a chez Logre aussi. Il y a des choses. Il y a des. Enfin, j'avais pas la place, j'avais pas le. J'ai choisi de parler de Jérôme Ferrari. Un dieu, un animal. Un dieu, un animal. Alors Jérôme a écrit des choses. Avant, après, a été couronné, et c'est mérité, et ce n'est que justice, parce que moi je pense que c'est un des écrivains importants d'aujourd'hui. Ce roman, vous voyez, c'est assez court, c'est deux destins qu'on suit un peu en parallèle, mais qui s'entremêlent. C'est ce garçon qui grandit en Corse, qui s'emmerde, qui passe dans des petits trafics, la violence, qui part faire la guerre, qui revient parce que son pote d'enfance s'est fait exploser, je crois, dans un attentat, je crois, qui se re-ennuie, qui a pas de sens à sa vie. Donc
parlait de l'absurde tout à l'heure, de Camus, hein, il y a des liens aussi, Pinter, des gens qui sont là, ils savent pas pourquoi, ils savent pas comment, et il faut bien avancer. Et en parallèle, il y a cet amour d'enfance qui s'appelle Magali, qui est chasseuse de tête dans une grosse boîte, et qui, pareil, il y a une page où il résume la vie de Magali, je sais pas où elle est, mais il y a tout. Il y a toute la misère affective, la solitude du monde d'aujourd'hui, mais en une page, c'est remarquable, remarquable. Et donc, il décide de lui écrire. Et elle reçoit cette lettre, et elle va prendre cette lettre pour ce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire pour la possibilité d'un amour fou. Et donc, ils vont se revoir. Voilà. J'en dis pas plus. Cliffhanger. Il y a tout. Sur la perte de sens, sur le délitement des rapports sociaux, sur l'incapacité à communiquer, ou en tout cas la difficulté à communiquer, sur l'oppression et la violence du monde contemporain, notamment du monde de l'entreprise, enfin en tout cas la violence économique, mais aussi la violence physique, puisque lui vient de faire la guerre, hein, et tue des gens, a tué des gens, et s'ennuie quand il revient, parce qu'il ne trouve pas cette excitation qu'il y a à faire la guerre. Et donc quand il revient à la vie civile, il s'emmerde. C'est un livre d'une densité, d'une précision d'écriture, d'une beauté. Et j'étais très content parce que je l'ai fait lire à mon amoureuse il y a pas très longtemps, qui est aussi auteur, mais bon, vraiment dans une... On n'écrit pas les mêmes choses, pas de la même façon, pas... ce qu'elle écrit est remarquable, mais il n'y a pas de mais d'ailleurs, ce qu'elle écrit est remarquable, point. Mais on n'est pas du tout dans les mêmes dynamiques et dans les mêmes moteurs. Je pense qu'elle m'entend, elle m'envoie des SMS. Je t'aime. Et je lui ai fait lire, elle me demande souvent de lui faire découvrir des choses qui m'ont marqué. Je lui ai fait lire Jérôme, et en n'étant pas tout à fait sûr que... Et elle a été estomaquée, quoi. Elle a été bouleversée aussi, elle a été très marquée. C'est vraiment un livre d'une vraie puissance qui marque longtemps, je crois. Donc moi j'ai eu la chance du coup de maintenant qu'on est collègues, de rencontrer, enfin collègues pas pareil, mais de rencontrer Jérôme, et c'est un type formidable en plus, un type d'une intelligence, d'une subtilité, d'une humanité. Quand je doutais j'évoque en une phrase Jérôme dans ce livre, parce que quand je doutais de la pertinence j'étais encore pris dans mes doutes et je savais pas si j'allais le faire ou pas faire ce livre autour du Bataclan, pour ceux qui sont pas au courant. J'en avais parlé à Jérôme, on était sur un salon à Montpellier, il y avait Oliver aussi qui était là, et on buvait des coups un soir, comme il arrive de temps en temps dans les salons, avec modération, et donc je leur ai fait part de mes inquiétudes et de mes doutes, et ils m'ont encouragé, et Jérôme m'a dit, écoute, si tu as besoin d'un lecteur zéro, tu m'envoies ton manuscrit. La classe quand même. Donc moi, tu vois, de la part d'un auteur dont j'admire le travail, d'un mec et voilà, qui est occupé par ailleurs, qui a une famille, qui est prof de philo, bref, c'est un type en plus d'une grandeur d'âme et d'une générosité assez peu commune. Il y a des gens bien, hein, mais voilà, c'est en plus un vrai. Donc j'ai choisi Un Dieu, un animal au lieu d'autres auteurs contemporains dont j'aurais voulu vous parler et qui l'auraient mérité aussi. Mais comme je vous disais, allez faire un tour du côté des catalogues de l'Ogre, de Tristram Kidam, Nouvelle Attila, enfin voilà quoi. Tripode, tous ces gens-là qui prennent aussi des risques sur les auteurs, sur les jeunes, enfin jeunes, moins jeunes, hein, mais sur des écritures un petit peu contemporaines, fortes. Eh ben voilà. Merci. Que d'émotion. Comme il est tradition, donc on termine en fait la magnifique soirée libre d'un soir en disant quelques mots en fait sur le travail de... Je te laisse t'asseoir. Non, c'est bon. Enfin, j'en ai vraiment pas pour longtemps, tel que nous. Ah, tu veux dire, il n'y a pas grand-chose à dire. Non, j'ai beaucoup de choses à dire, mais d'une part, le but, de cette soirée, c'est pas justement de disséquer
le cadavre de l'œuvre d'Erwan Larrer, là, justement, mais au contraire de dire en quelques mots en fait pourquoi c'est quelqu'un qu'on aime et qu'on a invité en fait en tant que libraire d'un soir. Et Erwan Larrer, bon, en fait, bon, je vais pas procéder de façon chronologique, je vais procéder à rebours puisque comme Huysmans était à l'honneur ce soir, donc je vais commencer par vous dire un mot simplement du dernier livre, le livre que je ne voulais pas écrire. Donc c'est probablement une des lectures que j'ai faites ces dernières années dont je me suis le plus méfié au départ. C'est-à-dire que c'est vraiment ça. J'angoissais quand en lisant ça, je me disais, putain, le mec. Enfin, pourtant, je connaissais Erwan Larrer. Ah, mais je le connaissais. Je me disais, c'est un mec bien et tout. Mais enfin, il va écrire sur son expérience au Bataclan parce qu'il voilà, il l'a évoqué tout à l'heure à demi-mot. Enfin, vous le savez peut-être, mais donc Erwan était au Bataclan le soir du massacre et s'en est tiré avec une blessure sérieuse quand même, pas une blessure anodine, pas juste une estafilade sur le bras, plus sérieux que ça. Donc des mois d'hôpital, et en plus... T'oses pas dire une balle dans le cul, c'est ça? Je préfère que ce soit toi qui le dises, okay. Voilà. Et en plus, bon, les circonstances faisaient que ce soir-là, donc, alors que, comme beaucoup d'animaux de concert, parce que Erwan est un rocker, quoi, qui pratique, vraiment les concerts. Donc du coup, on y va souvent en bande. Ce soir-là, pour un concours de circonstances, dès qu'il y était seul, et qu'il avait oublié son portable chez lui, en fait. Donc, du coup, il y a un des ressorts de l'expérience, si j'ose dire, qui était d'être injoignable au moment où, justement, le pire, c'est le cas de le dire, est à redouter. Et à partir de ces prémices, on pourrait se dire, oh là là, il va nous faire une espèce de témoignage larmoyant, là, mon Dieu. Et en fait, il fait un livre assez extraordinaire parce que il n'évite... voilà, il cherche pas. On parle d'attentats, de terrorisme, mais au fond, c'est un livre qui réussit à parler de ce que ça veut dire en fait l'amour du rock pour les gens, ce que ça veut dire les liens en fait amicaux et amoureux en fait avec les gens, et ce que c'est d'écrire. C'est-à-dire à partir d'une expérience comme ça. Et le livre est une incroyable réflexion qui prend pas la forme d'un essai, mais qui prend la forme d'un truc en action sur comment on peut rendre compte en fait d'une expérience comme ça, et en se posant vraiment les questions théoriques, intimes et politiques que ça représente. Du coup, c'est un livre vraiment fantastique, pour moi très surprenant, très inattendu, j'ose le dire, parce que franchement, moi je redoutais le pire. Enfin, pas le pire parce que c'est Erwan Larrer, mais oh là là, oh là là. Et en fait, c'est un livre vraiment exceptionnel, quoi. Dur, bien entendu, mais en même temps nourri de tendresse, d'humanité, et qui surprendra, en fait, je pense, vous l'avez peut-être tous lu déjà, donc là je parle un peu dans le vide, mais qui surprend en tout cas la lectrice ou le lecteur par justement la réflexion sur le choix des angles, et les angles effectivement choisis in fine. C'est vraiment magnifique. Merci. Bah dis donc, la vache. Avant ça, donc un peu moins de 2 ans avant, il y avait le premier livre d'Erwan Larrer chez Knam, c'est pour ça que je fais à rebours, qui s'appelait Marguerite n'aime pas ses fesses. T'es chez toi, tu fais comme tu veux. Marguerite n'aime pas ses fesses. Alors bon, voilà, la couverture, le titre et tout, on se dit ouais, ça va être une gaudriole. Oui. Mais quoi? Ah, quand même. Je suis bien sûr. C'est une gaudriole. Mais c'est une gaudriole d'une subtilité, d'une profondeur absolument incroyable, parce que sous couvert des états d'âme d'une jeune femme journaliste et pas journaliste, éditrice, qui voilà, petite main dans l'édition, mais qui en dehors effectivement d'être en tout début de carrière, de pas trop savoir mais qui a un certain nombre de choses, dont le fait qu'elle n'aime pas ses fesses, se retrouve embringuée par un concours de circonstances assez étonnant dans une histoire de ghostwriting étonnante dans le milieu politique hardcore. Et Erwan Larrer, en fait, nous plonge dans vraiment le sel de tout ce qu'il y a de non-dit, d'assez immonde et en même temps, de terriblement humain
dans le milieu en fait des hommes politiques et en particulier des hommes politiques vieillissants, mais pas uniquement. Et c'est un livre, voilà, on se dit au départ, bon, franchement, moi, quand j'avais vu la couverture, je me suis dit, bon, je vais le lire parce que c'est Erwan Larère. Non, parce que c'est Kidam. En fait, parce que c'est Parce Kidam, que, oui, voilà. ne mens pas. Non, mais c'est vrai, Ben oui. je vais le dire parce que c'est Kidam. Et puis, je me suis dit, waouh, comment il réussit justement à nous glisser une fantastique page intime et politique d'histoire du gaullisme, d'histoire de l'héritage du gaullisme, pour le meilleur et aussi un peu pour le pire, dans une histoire de sexe, d'amour, d'amitié, beaucoup aussi. Enfin, c'est très étonnant, très surprenant, et j'avais beaucoup aimé. C'est pour ça qu'après, voilà, là je fais du contre-rebours. Après, j'ai lu le livre que je ne vais pas écrire. Et je vais mentionner un qui, je le crains, n'est pas là ce soir, sauf accident, ouais, parce que il est chez Plomb et qu'on avait un petit souci de livraison. Un livre, en revanche, que je vous encourage à lire, qui est complètement différent, alors qui est en fait le deuxième tome d'un livre qui est un peu, enfin voilà, qui est composé d'autogenèse et de entre toutes les femmes. Mais donc, moi, je vais pas vous parler d'autogenèse, mais Erwan m'a rassuré en disant que c'est pas grave, on peut les lire un peu dans les deux Complètement. sens. Mais entre toutes les femmes, c'est très étonnant parce que c'est une mythologie de la dystopie qui est incroyable. C'est-à-dire que ça démarre comme un truc, on se dit, ouais, bon, c'est une histoire finalement de prise du pouvoir par une sorte de France Insoumise plus, au tournant, là maintenant, hein, quand le capitalisme ultralibéral est à bout de souffle, que vraiment c'est plus possible de continuer comme ça, et puis que voilà. Et on croit que, et puis en fait on s'aperçoit qu'on parle en fait, voilà, il s'est passé des choses qu'on apprend petit à petit. On plonge dans l'intimité d'une sorte de, peut-être pas une secte, mais enfin pas loin, quoi, de gens qui sont des adorateurs du héros de autogenèse. Voilà, de autogenèse, de celui qui a. C'est une mise en fait abîme ce mouvement, d'autogenèse. et qui sont là en train de faire de l'exégèse, mais à un point, comparer 3 versions successives d'un texte, et puis là, il y a un truc, il y a quelqu'un qui a fait une rature, est-ce que c'est une vraie rature, une fausse rature? Et donc, ils font un travail vraiment d'exégèse pour réussir à restaurer la vérité, et pendant ce temps-là, la vraie vie, elle avance. Hein. Et là-dedans, il y a un personnage extraordinaire, donc Cybèle, qui a une voix à l'équivalent féminin à la radio de la voix de Jean Rochefort, en fait, à la radio masculine, donc une voix qui conquiert en fait son auditoire. Il y a quelque chose de magique là-dedans, bien sûr, on est dans le surcharisme, hein, mais on nous raconte tout ça, et puis les choses se mettent en place peu à peu. Et voilà, je vais évidemment pas raconter l'histoire. Il y a des histoires de falsification du réel, on convoque un moment Antoine Bello et toutes ces forces obscures des falsificateurs. Mais tu peux dire que ça se passe dans 4 siècles. Ouais. Oui, enfin, au bout d'un moment, on est même s'en complètement fout. sur Ouais, la non, chronologie. Oui, ça se passe dans le s'en 4 fiche. siècles. En même temps, voilà, donc à la fois c'est de la science-fiction, en même temps, les marqueurs sont pas des marqueurs technologiques, ils sont des marqueurs politiques avant tout et sociaux, et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et et alors, pour le coup, par rapport à ce que confessait tout à l'heure, mais avec une certaine joie, je crois, hein, Erwan Larère, sur le fait d'utiliser parfois des mots un peu précieux, je confirme, ça n'en manque pas. Hein, y a quelques mots assez gratinés où le secours d'un dictionnaire peut éventuellement être bienvenu, même pour des lecteurs avisés. Mais ça fait partie d'une espèce de charme, en fait, qui arrive sur un truc très violent, très prégnant, très politique, à mettre une espèce, effectivement, de couche de surculture avec la nostalgie du fait qu'évidemment, alors, dans cet univers où les choses se passent, la culture au sens dont on parle ce soir est devenue le dernier des soucis, en fait, évidemment, des dirigeants, ce qui n'est pas complètement une surprise pour les gens qui vivent en 2017-2018. Donc, voilà, donc en tout cas, bon, je vous encourage à lire ces 3 livres et les 3 autres, hein, mais moi je les ai pas encore lus, donc c'est un peu plus difficile de vous encourager à les lire comme ça, à part par acte de foi, ce que je fais volontiers. C'est beau. Et en tout cas, enfin, merci infiniment Erwan, parce que vraiment c'était une belle sélection de ça, et que
tu as géré en fait l'envie de digresser que tu avais annoncé à l'avance d'une façon magnifique parce que avec un peu de chance on va échapper à l'incendie de la librairie qui nous a été promis sur Facebook et franchement je préfère. Tant mieux, moi aussi. Merci. Merci beaucoup.